Bonsoir et bienvenue à tous. Dans quelques jours va s'ouvrir la campagne électorale en vue du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Ce sera probablement une excellente occasion pour les différentes formations politiques engagées dans cette compétition de se mouvoir, de se déployer sur le terrain, bien évidemment pour faire un marketing tous azimuts autour de leur programme politique dans les espaces dédiés, peut-être à travers des forums radiophoniques ou encore des débats télévisés, sans oublier bien évidemment des joutes verbales ou écrites dans les réseaux sociaux. Bref, une expression tous azimuts des libertés publiques, des libertés fondamentales, des libertés tout court. Dans un pays où de plus en plus, dit-on, les libertés sont restreintes au regard du nombre de plus en plus élevé des interdictions de manifestations publiques ou de réunions publiques. Faut-il finalement conclure que les campagnes électorales deviennent des exutoires pour l'expression des libertés publiques dans notre pays? Mais au fait, y a-t-il pas une mauvaise compréhension du concept des libertés publiques au Cameroun? L'avènement des lois de 90, avec notamment le vent de l'Est qui a soufflé sur le continent, n'ont-ils pas finalement amené à confondre liberté et libertinage? Jusqu'où va l'expression des libertés dans un État en proie au terrorisme et à des velléités sécessionnistes? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 débats. Merci, madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Pour analyser cette thématique, ce soir, nous avons convié sur ce plateau des acteurs, théoriciens ou praticiens du droit, des droits de l'homme ou des libertés fondamentales dans notre pays. J'introduis tout d'abord le docteur Louison Essomba. Docteur Louison Essomba, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi, si vous en avez gré, de saluer avec respect les autres copanélistes et un aîné académique sur le plateau. Merci, Dr. Jean Essomba, d'être venu. Vous êtes enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Vous formez donc des juristes, vous formez des avocats, des magistrats. Je ne vais pas citer les officiers de police judiciaire, entre autres, et donc vous nous direz ce que vous enseignez là-bas, au point où on arrive à observer qu'il y a une sorte de confusion ou de mauvaise interprétation des lois. Justement, la première matière que j'enseigne à l'université est intitulée Droits de l'homme et liberté publique. Ben voilà, vous nous direz donc ce qu'il en est exactement, si c'est vous le problème ou ce sont ceux que vous formez qui constituent le problème en matière de pratique des libertés publiques dans notre pays. Merci infiniment d'être venu. C'est moi. J'introduis également sur ce plateau Cyril Roland de Béchon, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes consultante en droit de l'homme, vous travaillez beaucoup sur la question des libertés et des droits de l'homme et je dois préciser que vous êtes directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun. Oui, Nouveaux Droits de l'Homme est une organisation de protection et promotion des droits de l'homme basée à Yaoundé et qui existe au Cameroun depuis 1997. Nous ne faisons que dans les droits civils et politiques principalement et la gouvernance démocratique. Voilà, et je dois rappeler également que vous venez de rendre public une étude nationale sur l'état des libertés fondamentales au Cameroun. C'est intitulé « Les libertés publiques au Cameroun, des acquis hypothétiques ». Oui, hypothéqués, des acquis hypothéqués, effectivement, parce que après, depuis 90 et depuis que nous avons éprouvé l'exercice des libertés fondamentales au Cameroun, ça a semblé important au regard des limites observées depuis l'entrée en vigueur de la loi de répression du terrorisme, de questionner, n'est-ce pas, l'état de la jouissance, l'effectivité des droits fondamentaux au Cameroun. Nous avons donc, avec l'appui du Fonds canadien d'initiative locale, mené cette étude nationale qui était basée non seulement sur un échantillonnage précis, mais aussi sur les textes légaux en vigueur au Cameroun ou ratifiés pour faire une analyse globale de la situation de liberté publique. En tout cas, vous aurez l'occasion de nous en dévoiler quelques éléments. Cela nous permettra peut-être de mieux comprendre de façon pratique où on en est avec la question des libertés publiques, notamment en cette veille de campagne électorale dans notre pays. Merci infiniment d'être venu, Cyril Roland de Béchon. J'introduis le professeur Charles Gadivna. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et au risque de tomber dans la redondance ou la monotonie, puisque c'est la deuxième fois que j'interviens sur le mois de janvier, je voudrais quand même renouveler mes vœux le meilleur de l'année 2020 à tous vos téléspectateurs, parce que je n'en doute point
l'audience de votre téléspectorat est assez exponentielle. Et je voudrais également partager le plaisir en cette soirée avec les copanélistes, dont notamment un collègue avec qui nous avons une vision d'exégète de la discipline de politique. Merci, professeur Charles Ngadivna. Et bien évidemment, si nous en sommes là, c'est également grâce à vous, grâce à votre disponibilité et surtout grâce à la science que vous apportez pour relever ce plateau, relever le niveau des débats et bien sûr contribuer à la formation et à l'éducation des populations. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes maître de conférence, sociologue, et vous nous direz ce que vous voyez à travers vos lunettes de sociologue. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à distinguer la pratique, j'ai failli dire presque égoïste, des droits de l'homme et la nécessité de la protection du bien commun garanti par l'État, un État qui très souvent est présenté comme étant un peu martial. En tout cas, vous aurez l'occasion de développer cela dans le cadre de cette émission. Merci infiniment, professeur Charles Ngadivna, d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission 237 débats. J'introduis également Maître Éric Moka. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. Plaisir partagé. Alors, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et je dois dire que vous pratiquez les tribunaux et les cours. Et donc, vous vivez au quotidien la pratique des droits de l'homme dans notre pays. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous ce soir dans le cadre de cette émission. Le plaisir est le mien, Duval. Je salue les copanélistes, je salue les téléspectateurs et je suis honoré d'être invité. Voilà, merci. Alors, Cyril Roland Béchon, en observant l'évolution de l'expression des libertés dans notre pays, à travers des études que vous avez menées, à travers des observations que vous faites sur le terrain, en échangeant avec les différents acteurs, et peut-être pourquoi pas en comparant avec ce qui se passe dans d'autres pays, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a beaucoup avancé, on a avancé ou on a reculé, notamment depuis 1990, si on place le curseur à ce niveau-là, parce qu'il faut quand même rappeler que 1990 marque le début d'une nouvelle ère, avec notamment l'abrogation des lois d'exception de 1962 et une nouvelle ère avec notamment le vent de l'Est qui souffle sur le continent. Donc si on commence à 90 en observant l'évolution jusqu'à aujourd'hui, quelle est votre appréciation sur cette trajectoire en matière de manifestation publique de liberté fondamentale, de droits de l'homme dans notre pays? Je dirais que l'évolution en matière de liberté publique au Cameroun, c'est une évolution à demi-teinte. On ne peut pas dire que les choses n'ont fait que régresser, mais il y a des acquis, n'est-ce pas, qu'il faut relever pour magnifier, mais aussi pour dire que des choses ont été faites. Mais malheureusement, il y a donc entre-temps des événements malheureux qui ont fait en sorte que des mesures soient prises qui aillent dans le sens, n'est-ce pas, de la régression, de la limitation. En matière des acquis, je dirais, vous avez commencé par citer bien clairement l'abrogation des lois d'exception. Ça, c'est un acquis qu'on ne peut pas nier. Maintenant, il y a les lois que nous appelons les lois des 90, communément appelées les lois sur les libertés, qui ont donné, n'est-ce pas, le champ à l'expression, à la reconnaissance d'abord des libertés fondamentales et ensuite à l'expression de ces libertés fondamentales-là. C'est important de le dire. Et en plus de ce cadre légal national, il y a quand même un certain nombre de ratifications d'instruments régionaux et internationaux de protection des libertés fondamentales qui ont été pris, des actes de ratification qui ont été pris par l'État du Cameroun et qui donc démontraient ainsi, n'est-ce pas, la volonté de l'État du Cameroun de consacrer, de protéger, n'est-ce pas, et de respecter les libertés fondamentales sur le territoire camerounais. Mais malheureusement, en termes de limites, on a donc l'avènement après le 11 septembre, n'est-ce pas, aux États-Unis, l'avènement des questions liées au terrorisme qui ont amené les États à prendre... Le 11 septembre 2001. Qui ont amené les États donc à prendre des mesures de nature, n'est-ce pas, à impacter sur la libre jouissance des droits fondamentaux. Le Cameroun, lui, il a pris un texte en 2014 qui a été un texte qui s'est ajouté, n'est-ce pas, à la nature
un peu plus autoritaire du régime en place et donc qui ont impacté sur les libertés fondamentales au Cameroun. Donc, on a deux choses. On a que d'une part, on a quand même des acquis en termes de cadre légal. Vous savez que les textes régionaux comme internationaux s'appliquent au niveau national, sont au-dessus de la loi. Donc, on considère ça comme étant des acquis. Mais maintenant, il y a des problèmes. Il y a la nature du régime en place qui se laisse aller quand même à des actes assez arbitraires et autoritaires, d'une part, et on a cette question du cadre légal lié à la loi de 2014, qui est clairement intitulée « Loi de répression du terrorisme ». Donc, quand vous entendez, quand une loi ne porte que sur la répression, vous convenez avec moi qu'il peut être difficile, dans ce contexte-là, de protéger les individus dans leur entièreté, parce qu'il faut quand même noter que... Cela veut dire, si on vous a bien compris, qu'il y a eu, comme on peut distinguer peut-être deux phases. Une première phase qui va de 1990 avec l'abrogation des lois d'exception jusqu'au tour de 2000-2001 avec l'entrée en scène, je veux dire, de façon globale de cette campagne à mener contre le terrorisme à partir des États-Unis et puis finalement avec une sorte d'expansion sur l'étendue du globe avec, il a fallu une internalisation de cette disposition. Non, je ne ferai pas cette caricature parce qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de 2014, c'est pour ça que j'ai parlé de la nature autoritaire du régime en place. Avant la loi de 2014, on a bien remarqué qu'il était difficile, il a toujours été difficile pour les partis politiques de l'opposition de manifester ou de s'exprimer librement au Cameroun. Il a toujours été difficile pour les organisations de la société civile, n'est-ce pas? Je ne sais pas de mémoire si vous connaissez avant 2014, un rassemblement ou une manifestation digne de ce nom portée par un parti politique d'opposition et qui n'a pas connu une fin, je dirais, simplement décevante pour ne pas choquer les uns les autres. Donc quand même, il y a cette étape de 2014 qu'il faut relever, mais entre-temps, il faut relever qu'il y a un régime en place dont les plénipotentiaires, n'est-ce pas, sur le terrain, n'ont pas toujours été... réceptif, n'est-ce pas, aux besoins des populations et des organisations à jouir librement, à utiliser librement l'espace public comme étant un espace d'expression, de manifestation de leur citoyenneté ou tout simplement de leurs opinions sur les questions politiques au Cameroun. Dr. Jean Isomba, est-ce qu'on peut limiter ou restreindre la pratique des libertés publiques à des aspects genre manifestations publiques, réunions publiques? C'est vrai que je ne veux pas caricaturer les propos de Cyril Roland de Béchamp, mais le premier axe sur lequel elle s'est arrêtée, c'est le cas des formations politiques, notamment de l'opposition, qui ont du mal à se déployer. Est-ce que cela suffit pour, j'ai failli dire, observer une restriction ou un mauvais état de santé des libertés publiques dans notre pays? Duval, avant de me prononcer sur cette question, permettez que je refasse une sorte de rétrospective sur la question justement des avancées ou de la reculade. Et là, ça me permettra de chuter sur la question que vous posez. Je dois vous avouer que sur le plan des tests, l'arsenal juridique au Cameroun est impressionnant en termes de régulation, de protection, de promotion des libertés publiques. Quand nous prenons les lois de 90, vous l'avez évoqué avec pertinence, avec les vents de la libéralisation et la démocratisation qui ont soufflé sur l'Afrique et qui n'ont pas loupé le Cameroun. Et vous vous rappelez qu'en 90, et là j'emprunte les propos d'un maître contre communique qui disait que finalement 1990 est une année révolutionnaire en termes de protection, de promotion des libertés publiques. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que notre Constitution, en son article 65, est venue élever à la dignité constitutionnelle la protection des libertés publiques. Et dans notre préambule, justement, il y est ajouté les tests d'origine internationale et même sous-régionale, la dame l'a évoqué tout à l'heure de manière remarquable. Vous convenez donc avec moi, et même à côté des tests, il y a des institutions, c'est-à-dire qui participent, par exemple, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. En pleine mutation. En pleine mutation, qui est partie du comité en 1990 par un décret qui est devenu commission par une loi. C'est-à-dire qu'il y a eu une avancée autant sur la dimension organique que sur la dimension formelle. Alors, donc vous dites, si on prend l'aspect légal, vous dites il y a des institutions
qui accompagne ces instruments juridiques nationaux ou internationaux. Justement. Et donc, au niveau du cadre légal, il n'y a pas de problème. Qu'en est-il de la praxis? Au niveau donc, du cadre légal, c'est impressionnant, c'est presque admiratif. Mais on se rend compte qu'il y a une réelle césure entre l'application des tests, les tests qui sont adoptés et la pratique. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous voyez aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de l'exercice des libertés publiques, vous voyez, les libertés publiques sont celles qui sont reconnues et aménagées par le législateur et en cas de leur violation, sanctionnées par les juges. Et il y a même une polémique aujourd'hui qui est celle de savoir quel est le véritable juge qui assure de manière efficace le véritable contrôle des violations des libertés publiques. Maintenant que cela est dit, on se rend compte que sur le terrain de la pratique, et c'est là le véritable problème, c'est là le nœud gordien, parce que les libertés publiques sont en principe distinguées au niveau de deux, les libertés individuelles et les libertés collectives. S'agissant donc des libertés collectives, où justement le point est mis sur les libertés d'association et de manifestation publique. Je vous prends un exemple simple. Il est indiqué dans cette loi que, une fois que les manifestants ont saisi l'autorité compétente, qui est le sous-préfet, ils indiquent le lieu de la marche, si c'est une marche, ils indiquent le lieu où va se tenir la réunion, ils saisissent l'autorité 5 jours avant la tenue effective de leur réunion. Si c'est sur la voie publique, ils précisent les itinéraires, ils précisent la nature de leur manifestation. Ce sera un sitting, ce sera une marche, ce sera avec des pancartes, ainsi de suite. Dès que cela, tous les éléments sont réunis, ils saisissent le sous-préfet. Et le sous-préfet est tenu par ce qu'on appelle en droit une compétence liée. C'est-à-dire, dès que le dossier est complet et respecte les éléments de la légalité, il a l'obligation justement d'autoriser la marche en restituant aux manifestants ce qu'on appelle un récépissé de manifestation publique. Mais on se rend compte que sur le terrain de la pratique, une fois que le sous-préfet l'a même fait, il vous délivre un récépissé de manifestation publique, un jour avant la manifestation, c'est-à-dire beaucoup plus, les manifestations publiques sont sollicitées beaucoup plus le samedi, c'est-à-dire le week-end. Et c'est le vendredi que le sous-préfet va vous signifier justement l'interdiction des manifestations publiques. Or, vous avez déjà mobilisé tout le monde pour la marche de samedi et il vous signifie le vendredi. Et sachant que justement, le juge du tribunal de grande instance a 3 jours. C'est-à-dire que dès qu'il a interdit, il faut le signer pendant 3 jours. Donc, la réussite, c'est d'abord que votre manifestation a échoué, ne pouvant plus se tenir. Or, la légalité est claire. Une fois que tous les dossiers sont complets, le juge, le tribunal administratif a l'obligation justement d'autoriser la marche. Et on se rend compte, au niveau des tests, je chute par là du Val, permettez, c'est très important. Quand j'ai lu la loi de 1990, et j'ai lu le décret de 2008, qui fixe les attributions des autorités administratives, mais je me rends compte qu'en réalité, sur le plan technique du droit, les sous-préfets sont dans une posture de ne pas interdire les manifestations publiques, parce que la loi de 90 dispose très clairement que les sous-préfets interdisent les manifestations publiques par voie d'arrêté. Mais le décret de 2008, pris par le président de la République, qui fixe les attributions, indique clairement que les sous-préfets interdisent la manifestation par voie de décision. Nous sommes là dans la hiérarchie des actes administratifs. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quand le sous-préfet interdit la manifestation par décision, il aura violé le décret de la loi de 1990 qui lui demande d'interdire la manifestation par arrêté. Parce que justement, je crois qu'il y a 3 conditions de validité ou d'interdiction d'une manifestation publique. Il y a la condition de forme, ça doit être un arrêté. Oui. Ça doit être la condition de moyen, la notification, la condition de destinataire, donc la notification à domicile. Enfin, je crois que Laurent Béchon va peut-être développer ça tout à l'heure. Donc ça veut dire que de votre point de vue, il y a un problème au niveau des conditions dans lesquelles ces décisions sont prises. En réalité, aujourd'hui, les sous-préfets sont dans ce que j'appellerais un dilemme normatif. J'allais dire cornélien, mais normatif. Parce que quand ils interdisent maintenant les manifestations publiques par arrêté, ils auraient porté atteinte au décret de 2008. C'est-à-dire qu'ils portent atteinte, pas qu'ils violent. Parce que c'est quand ils agissent par décision qu'ils violent de manière notoire la loi de 90. Or, quand ils agissent par décision,
Vous voyez, ça veut dire qu'il porte atteinte à la loi de 90 dans la hiérarchie des normes juridiques, la loi étant supérieure au décret. Ok. Voilà. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire finalement que les sous-préfets que nous avons consultés dans le cadre de... Parce que je suis en train de lâcher un article dessus, tous m'ont révélé qu'ils n'ont jamais pris un acte pas arrêté. Donc cela veut dire qu'ils privilégient le décret sur la loi de 90. Alors, Maître Eric Moka, c'est vous qui êtes dans les tribunaux tous les jours avec ces questions-là. Je veux dire quand même, lorsqu'une formation politique a introduit une déclaration de manifestation, parce que c'est comme ça que je crois que cela s'appelle, pour rester sur l'exemple qui nous a été proposé par Cyril Roland de Béchon, lorsqu'après il y a une interdiction ou je ne sais pas quoi que ce soit, évidemment il y a un contentieux qui s'ouvre et très souvent j'ai failli dire c'est vous qui montez les dossiers, c'est vous qui les portez dans les tribunaux et c'est vous qui les suivez. Dans la pratique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en train de reculer ou qu'on avance quand même en matière de liberté publique dans notre pays? Merci Duval. Je voudrais dire ici d'entrée de jeu que les libertés publiques sont une notion diversifiée. Lorsqu'on parle de liberté publique, il y a la liberté d'association, il y a la liberté de religion, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de manifestation, la liberté de réunion publique, la liberté d'aller et venir. Cela veut dire que la notion de liberté publique recouvre un ensemble de liberté, un ensemble de pratiques, un ensemble de choses qui sont autorisées aux individus. Donc, il faut avoir cette vision globale. Et lorsqu'on a cette vision globale qui n'est pas restrictive à celle de manifestations publiques et aux réunions publiques, si l'on se pose la question de savoir s'il y a eu évolution ou pas, bien évidemment, il y a eu évolution. Le Cameroun n'est pas la Corée du Nord. Il y a eu un avant 1990 et un après 1990. Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression qui est, voilà, quoi qu'on dise, quels que soient les desiderata ou alors la pression ou alors le mal-être que les organes de presse vivent, il y a une liberté d'expression. Vous avez aujourd'hui la libéralisation de l'espace audiovisuel. Vous avez les réseaux sociaux qui sont d'un accès libre. Il y a la liberté d'aller et venir. Il y a la liberté de religion. Donc, en termes de liberté publique, il y en a un certain nombre. Je pense que la plupart, la frange la plus importante des libertés publiques qui est pratiquée. Maintenant, il y a la liberté la plus sensible, la liberté de réunion publique, la liberté de manifestation qui est intimement liée à l'évolution du champ politique. C'est cette liberté-là qui fait l'objet de la plus grande attention et qui effectivement est manifestement mise à mal. Donc, précision faite, moi je peux dire que les libertés publiques se portent bien au Cameroun, mais il y en a qui souffrent d'un mal que nous diagnostiquerons tous sur ce plateau. Et voilà. Bon, maintenant, relativement à la question de savoir les dossiers, qu'est-ce qui ne va pas? Nous portons les dossiers. Il faut déjà dire que il y a une faible tendance, c'est-à-dire que le contentieux de l'exercice des libertés publiques de manifestation et de réunion publique est extrêmement faible. Il est extrêmement faible. Il n'y a pas une forte tendance à la contestation. Ce qui fait que nous autres avocats, je pourrais dire, ça devrait être un privilège pour un avocat d'avoir connu un contentieux judiciaire, puisque la pratique démontre que lorsque très souvent il y a une entrave, les personnes estiment qu'il y a entrave à l'exercice de leur liberté de manifestation publique. La tendance première n'est pas de saisir directement les tribunaux, c'est de chercher d'autres voies et moyens, étant donné, comme l'a dit le professeur, lorsqu'il vous est interdit de manifester, votre manifestation, elle est gâchée. Elle ne se tiendra plus. Et à ce niveau, je crois qu'on reviendra tout à l'heure pour analyser les obstacles, justement, à l'expression de ces libertés publiques. On aura l'occasion peut-être de souligner cette faible tendance à saisir les juridictions lorsque les libertés sont mises en mal. Je crois avoir lu dans le rapport, dans ce document, dans cette étude nationale sur l'état des libertés fondamentales au Cameroun, réalisée par le Nouveau Droit de l'Homme, que depuis 2014, dans le cadre des réunions publiques, par exemple, moins de 10% d'interdictions ont fait l'objet de recours devant les tribunaux, alors que dans le cas des manifestations publiques, à peine 0,03% des interdictions ont été attaquées. Ce qui signifie qu'en fait, dès que le sous-préfet a pris la décision
eh bien, tout le monde range ses affaires et puis on passe à autre chose. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure dans le cadre de l'analyse des obstacles et peut-être proposer des suggestions. Professeur Charles Ngadifna, quelle est votre lecture, vous en tant que sociologue, vous observez avec cette évolution qui est décrite par les uns et les autres ici, quelle est votre analyse de la trajectoire du Cameroun en matière de liberté publique depuis 1990 ? Disons que l'angle d'analyse, que ce soit sur le plan diachronique ou bien synchronique, je crois qu'il faut être quand même honnête pour reconnaître qu'il y a quand même des avancées considérables, surtout au niveau des libertés individuelles. Je crois que le maître a donné une bonne lecture et un écrémage presque complet de différentes formes de liberté. Je crois que le problème se pose un peu plus avec acuité au niveau des libertés collectives, mais surtout sur le pan du mouvement partisan. Je crois que en faisant le tour, et je parle sous le contrôle du collègue qui a une expertise dans la matière, le point focal ou le point d'achoppement, c'est au niveau des libertés collectives, notamment des questions relatives aux partis politiques. Et je crois que nous le comprenons mieux. Il est question d'un contre-pouvoir qui peut mettre à mal le pouvoir en place. On peut vite comprendre que le hic, les atermoiements et les hoquets se posent au niveau de cette dimension. Bon, pour ne pas embrayer sur le point suivant, je voudrais quand même relever que les sous-préfets qui délivrent en premier ressort ces autorisations de liberté sont peut-être fondées dans leur pouvoir. Maintenant, sur la faible propension à aller en justice, je crois que ça pose fondamentalement le problème de la validité, de la crédibilité même de notre justice dans le strict plan de la séparation des pouvoirs. On n'y va pas parce que, le sous-préfet est peut-être le représentant de l'exécutif qui nomme le judiciaire, et je crois que c'est juste à penser que la peine est perdue, qu'on se donne pas vous permettez le pléonasme, qu'on se donne pas la peine d'ester en justice parce que la cause, comme je le disais, est peut-être... Et ça nous amène peut-être, je vous interromps pas, ça nous amène peut-être à faire attention à une observation qui a été faite par un avocat talentueux, l'ancien bâtonnier, maître Charles Tchungan, qui dans son ouvrage de l'impossible justice au Cameroun, justement, faisait observer qu'il y a un problème au niveau de cette séparation des pouvoirs à un moment donné, parce que vous avez très souvent que tous ceux qui sont considérés comme des autorités, que ce soit administratives ou judiciaires dans une localité, très souvent ont été des camarades de promotion à l'ENA, ils se connaissent d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, quand le sous-préfet a pris une décision, par exemple l'interdiction, alors que celui qui doit peut-être connaître de cette affaire est peut-être le juge du tribunal, ne sait pas, le côté. Alors, très souvent, c'est des gens qui ont été ensemble et ça fait qu'à un moment donné, ils ont du mal à pouvoir se détacher de ces oripeaux-là pour prendre des décisions dans le sens d'une vraie justice. C'était pour mettre la braise à votre pipe. Oui, j'en venais donc à cette approche de collégialité, puisque tous sont formés dans une même école. Donc, ça se comprend. Et davantage, je crois qu'il faut quand même se dire que 1990, qui correspond à la renaissance du multipartisme, a quand même consacré la laïcisation et la débridation de la parole. Et je crois que vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé pour nous dire qu'il ne se passe pas une seule journée que des diatribes, que des invectives, que des tenses, même à l'endroit du président de la République. Donc je crois que de bonne foi, nous devons reconnaître qu'on est même allé au-delà pour ce qui concerne les libertés individuelles. C'est-à-dire qu'on a même dépassé les libertés, on est dans le libertinage. On a dépassé, et cela appuyé par ce qui relève peut-être de trop de tolérance administrative et de trop de laxisme judiciaire, puisque combien de hautes personnalités de l'État ont vu leur image traîner dans la boue, mais qui se sont réservés le droit de porter plainte. Donc je dis qu'il y a quand même cette conscience, parce que la démocratie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et la consolidation de cette démocratie demande quand même un minimum de patriotisme, un minimum de civisme et un minimum de culture démocratique qu'il faudrait quand même protéger. Donc, si on peut dire que les libertés individuelles, nous sommes allés très loin, je crois quand même honnêtement aussi que sur le plan des libertés collectives, je crois qu'il y a beaucoup encore à faire, et peut-être le pouvoir en place gagnerait à ne pas voir le diable partout dans tout ce qui peut relever comme
je ne sais pas quoi, réunion publique d'un tel parti ou bien d'un tel autre, ce sont plutôt des effets qui participent du dynamisme, de la vitalité de la démocratie. Par contre, il me semble qu'il y a une peur bleue, une phobie à son paroxysme de ce que tout mouvement, tout regroupement de 3, 4, 5 personnes est un complot contre l'État. Donc je crois qu'on doit se débarrasser de ces archaïsmes conceptuels et de perception. Alors, si Roland Bichon, vous avez tout à l'heure marqué une pause, j'ai failli dire, sur la question du terrorisme. D'abord en 2001, avec les attentats du World Trade Center, qui ont développé une nouvelle approche de la conception peut-être de... et puis 2014 au Cameroun, avec notamment cette loi antiterroriste, entre autres. Est-ce qu'on peut considérer que c'est à partir de ce moment-là, c'est vrai que vous avez indiqué que même avant cela, les partis politiques avaient du mal à se mouvoir, mais est-ce qu'à partir de cet instant-là, on peut observer qu'il y a un réel déclin, une sorte de dégringolade réel en ce qui concerne la pratique des libertés publiques? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir quand même sur 1, 2 ou 3 points, n'est-ce pas, qui ont été évoqués tout à l'heure. Moi, je pense que le non-respect des règles ou des mauvaises règles ou un certain, entre guillemets, laisser-aller qui est observé ne peut pas, de mon point de vue, s'analyser comme étant la bonne santé ou la bonne jouissance des libertés publiques dans un pays. Moi, je crois que la démocratie est régulée par les textes d'abord. C'est ça qui confère aux citoyens des droits. Mais en l'état actuel, lorsque on parle même des médias ou des médias de la communication sociale, je n'ai pas l'impression que cette loi-là est aussi protectrice que ça. Des gens qui portent peut-être un projet d'un organe de presse ou alors même ceux comme vous, qui comme votre média, voudraient, n'est-ce pas, avoir toutes leurs capacités, n'est-ce pas, en termes d'activité, d'activité médiatique. On sait bien qu'il y a une sorte d'épée Damoclès qui pèse sur la tête des médias et qu'il est difficile aujourd'hui. Vous courez tout le risque d'être fermé à tout moment parce qu'on peut vous dire que, bon voilà, l'histoire de la tolérance administrative, ça c'est une histoire qui est même, comment dire, elle est mauvaise. Elle est vicieuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas un atout pour la démocratie. Ça dit qu'il y a un gars qui est assis là quelque part, à tout moment, il vient vous dire que bon, je t'ai même laissé parce que tu me faisais des beaux yeux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en démocratie. En démocratie, c'est que des gens ont des droits, ce n'est pas des privilèges, n'est-ce pas? C'est que des choses existent, c'est clair pour tout le monde. Quand tu parviens à arriver à ce stade-là, tu as tel droit, tu n'as pas tel autre. Et puis, tu peux en jouir normalement sans que ce ne soit un privilège qu'on t'accorde parce que tu as donné une enveloppe en bas de table, parce que tu es l'ami de X ou parce que tu es le frère de Y. Mais on est en train, moi j'ai l'impression qu'au Cameroun, on consolide l'histoire de réseautage, l'histoire de quelque chose qui va bien parce qu'à un moment donné, on vous laisse parce qu'on vous regarde vos beaux yeux. Mais non, il n'y a pas véritablement, parce que le professeur tantôt a dit que le Cameroun va mieux. Il a même, le maître à côté de moi a même pris l'exemple de la Corée du Nord, mais je ne sais pas à quel niveau. Il disait que le Cameroun n'est pas à Corée du Nord, mais moi j'ai toujours des problèmes parce que moi j'ai vu un pays où on a pris des textes de limitation du mouvement des personnes sans qu'on ait décrété un état d'urgence ou un état de guerre au Cameroun. Ça, ce sont des actes arbitraires. On vit tous les jours ces actes-là. Ce n'est pas parce qu'on peut se mettre aujourd'hui dans une télévision et parler que oui, c'est bon, il y a la démocratie, la liberté fondamentale. En même temps, c'est pas rien. Vous pouvez parler, vous sortez là et vous êtes menacé. Moi, j'étais menacé plusieurs fois en tant que défenseur des droits de l'homme dans mon travail, n'est-ce pas? La dernière activité que j'ai menée sur les libertés publiques, vous savez, les médias ont largement couvert. C'est la police qui a fait irruption et sans compter que le sous-préfet même est arrivé pour me dire que je n'avais pas le droit en tant que Camerounaise de m'asseoir quelque part et de parler de politique au Cameroun. Non mais attendez, moi c'est quand même malade à chaque fois qu'on me dit que non c'est bien quand même. Non mais rien ne va du tout. Alors pas du tout. Maintenant parce que la réalité c'est qu'on a ratifié des textes, mais dans la réalité, je parle de l'accès à la justice. Ce n'est pas possible. Dans une démocratie, l'accès à la justice doit être un fait, une vérité. Vrai, si on peut dire ainsi pour tout le monde. Ça ne doit pas être est-ce qu'il avait l'ami de tel comme à l'école ou pas. Est-ce que les juges, il n'y a pas de décision. Dans cette étude, on a relevé un seul jugement.
Le jugement à quoi? La justification à quoi? Sur les libertés. Dans l'affaire Jean-Marc Bikoko contre l'État du Cameroun. Voilà. C'est vrai que peut-être la propension à saisir n'est pas grande, parce qu'on connaît pourquoi. Mais même, n'est-ce pas, les saisines qui ont été faites, malgré que la loi donne 8 jours au juge judiciaire et donne les procédures de référé d'urgence, aucune décision ou jugement n'est rendu sur même le peu, n'est-ce pas, des saisines qui ont été faites par les justiciables, les institutions qui se sont senties lésées. Mais c'est un problème, n'est-ce pas? La démocratie, c'est un tout, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout simplement que voilà, vous parlez aujourd'hui, demain vous ne parlez pas, on dit quand même qu'on t'a quand même autorisé à parler hier. Donc, si on t'a autorisé aujourd'hui, accepte quand même que c'est bon. Non, quand même. Je pense qu'il y a un ensemble de choses. Même le professeur a relevé là au début, il a parlé du décret, mais ça encore, c'est la négation de l'état de droit. Un décret n'est pas au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Le décret de 2008 n'est pas au-dessus de la loi de 90. Donc, ce décret-là est manifestement illégal. La loi ne peut pas dire que le sous-préfet doit prendre un acte administratif, en l'occurrence un arrêté, et une décision vient par un décret vient parler d'une décision, et on trouve que c'est normal, et on dit que le sous-préfet n'a pas le choix, mais ce gars, il ne doit même pas l'utiliser. Donc, c'est toute la consécration de l'impunité d'un État qui ne fonctionne pas normalement. Quand on a consacré l'impunité, on est dans un système où, voilà, un gars viole la loi, on estime que bon, c'est parce qu'il y a quand même un décret, mais le décret là n'existe même pas. Du point de vue de la loi, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas l'invoquer pour justifier, n'est-ce pas, une violation du droit d'un citoyen. Alors, je reviens à vous tout à l'heure pour interroger peut-être le contexte dans lequel ces décisions ont été prises, peut-être parce que vous-même vous avez relevé qu'à un moment donné, il y a eu des actes de terrorisme qui ont peut-être amené les États à avoir une autre approche en ce qui concerne les libertés et l'administration publique. On va voir tout à l'heure si ce terrorisme n'était qu'un prétexte ou véritablement c'était une situation qui appelait à une solution choc dans le sens de faire face à ce terrorisme. Docteur Louis-Jean Issoumba. Bon, sauf que vous allez dire, je n'ai pas répondu à votre question, hein, ou bien je vais revenir. Votre question sur le terrorisme. Oui. Ouais. Oui, enfin, c'est pour que vous ne puissiez pas monopoliser la parole. D'accord, allez-y. Il faut permettre aux autres de réagir et puis on revient à vous tout à l'heure. Okay. Sur la question du terrorisme, est-ce que c'est le contexte de lutte contre le terrorisme n'appelait pas à des mesures spéciales? Justement, cette loi de 2014, M. Duval, dans un contexte de démocratie avancée, n'a plus de place. Je vais vous dire une chose. L'option de notre constitutionnalisme aujourd'hui est une option où on consacre de plus en plus de libertés et on tend vers de plus en plus, non seulement des libertés, mais vers la consécration et la consolidation de la démocratie. Et si nous concevons la démocratie comme le gouvernement de la majorité, sous le contrôle, n'est-ce pas, des partis de l'opposition, avec l'arbitrage du peuple, ça veut donc dire ceci que si les libertés sont consacrées et que ceux qui doivent en jouir les premiers n'en profitent pas, cela veut dire que nous ne sommes plus dans la conception d'un État libéral, où justement la liberté c'est le principe et la restriction l'exception. Donc, ce que je dois évoquer, c'est quoi? Parce que aujourd'hui, on a assis la conception justement d'un État libéral, mais qui s'est rapidement transformé à un État autoritaire. C'est-à-dire qu'on est resté dans l'option justement jacobine au lieu de se mouler dans une option girondine. Et c'est ce qui peut justifier aujourd'hui que l'État du Cameroun n'avance pas. Regardez, la Commission africaine des droits de l'homme et des libertés, dans l'affaire Albert Ouko, avait condamné l'État du Cameroun pour les actes dégradants, les tortures sur un Camerounais. Et il n'a pas eu gain de cause au Cameroun, parce qu'ayant épuisé toutes les voies de recours internes, il était obligé de se porter sur la voie continentale. Et c'est de là qu'il trouve plutôt une résolution. Et on a fait une pression sur l'État du Cameroun au point où ce monsieur a reçu son indemnisation et la réparation. Donc c'est pour dire quoi? Oui, c'est une affaire qui est très souvent citée. Hein, mais oui, c'est une référence aujourd'hui africaine. C'est-à-dire que on a vu l'État du Cameroun comprendre qu'en réalité, si sur le plan interne, et vous savez, les questions des droits de l'homme ne sont pas situées. C'est-à-dire que ce sont des questions où les droits de l'homme sont des questions à caractère universel. C'est-à-dire quand on parle des droits de l'homme, cela veut dire Dr Issoumba qui se retrouve en Chine est exactement protégé comme un Chinois. De votre point de vue, Dr Issoumba, cela veut dire que le contexte de lutte contre le terrorisme en réalité ne devait pas impacter
la promotion ou la pratique des libertés publiques. Non, la loi de 2014 sur la répression du terrorisme, en fait, vient effrayer les acteurs et les protagonistes politiques. Effrayer. Ah oui, vient les effrayer. C'est-à-dire que désormais, c'est d'abord une loi dans laquelle on ne vous situe pas clairement le contenu. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle répression du terrorisme, on ne vous indique pas qu'est-ce qui peut être considéré comme acte terroriste. Et ça pose un sérieux problème si déjà on ne peut pas vous indiquer le contenu qui structure un concept. Donc c'est pour dire quoi, en fait, M. Duval, la question est claire. Y a-t-il avancé? On a dit oui, en termes de, comment dire, de l'impressionnant arsenal juridique. Maintenant, dès qu'on colle l'arsenal juridique à la pratique, on se rend compte qu'il y a donc des véritables verrous et cela rend possible l'analyse comme étant la politisation des libertés publiques. C'est-à-dire, Duval, qu'est-ce qui peut justifier qu'un sous-préfet refuse, je vais vous prendre un cas simple. Le MSCI a sollicité une manifestation à Ibolova, un site différent de celui du RDPC, qui a aussi sollicité une manifestation publique. La loi offre au sous-préfet des marges de manœuvre. C'est-à-dire, si la manifestation a lieu dans le même site, le sous-préfet peut décider de leur donner des sites différents et laisser la démocratie se mouvoir. Sans interdire la manifestation. Donc la loi a donné au sous-préfet une période de manœuvre pour justement laisser la démocratie se manifester. Mais on ne comprend pas ce qui peut justifier que à tout moment, le sous-préfet va vous convoquer l'idée de ce qu'il veut protéger l'ordre public pour les besoins de nécessité, pour les besoins justement de sécurité ou pour les besoins de haut intérêt de l'État. Et voilà. Ça donne déjà quelques indications sur la prochaine étape où on va analyser les obstacles. Vous semblez indiquer que justement les autorités, les sous-préfets, les autorités administratives, autorités déconcentrées, si on va dire, de l'exécutif représentent un handicap sérieux à l'expression de ces libertés-là. On verra ça tout à l'heure. Maître Eric Moka, sur la question du terrorisme, est-ce que le terrorisme a été juste un prétexte pour restreindre les libertés publiques, les libertés fondamentales, ou bien la question du terrorisme était suffisamment grave pour mériter une solution choc comme la loi antiterroriste si on reste dans le cas du Cameroun? Je vais dire que le phénomène terroriste, pour répondre directement, méritait un traitement particulier. Le phénomène terroriste, c'est un phénomène hors du commun. Voilà. Il méritait des solutions spéciales. Il était important qu'une loi soit prise pour réguler le phénomène, pour prévoir, pour prévenir la survenance de ce type d'actes et ainsi que les mécanismes de sanction. Sauf que, dans l'intervention, le législateur camerounais était confronté à un défi. Légiférer sur le terrorisme implique de définir ce qu'on entend par acte terroriste. Et ça a toujours été une véritable gageure pour les législations étrangères, même dans le giron international. Il a toujours été difficile de déterminer avec précision qu'est-ce qu'un acte terroriste. Le législateur camerounais a été courageux, mais dans son acte de courage, il est allé un peu trop loin parce que, contrairement à ce que le professeur disait, oui, la loi sur le terrorisme définit ce qu'on entend par acte terroriste. Mais dans cette définition, on a la chair de poule. Si je me réfère à mes bords, je peux lire à l'article 2 de cette loi du 23 décembre 2014. Cet article 2 qui dit qu'est puni de la peine de mort celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace susceptible de, je vais à l'alinéa 2B, perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations. On s'arrête là. Lorsqu'on se rend compte que poser un acte qui crée, ou alors une menace, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on pose même une menace? Comment on évalue la menace? Comment on évalue la menace? Alors, si on estime que vous avez une attitude menaçante qui peut avoir pour effet
de perturber le fonctionnement des services essentiels. Lorsqu'on parle de services essentiels, la livraison d'eau par exemple, c'est-à-dire que si vous posez un acte qui empêche que la fourniture d'électricité ou alors l'intervention des sapeurs-pompiers ne se fasse bien pour tomber sous le coup de la loi antiterroriste, vous avez posé un acte de terrorisme et vous êtes passible de la peine de mort. Alors, une menace devient un acte. Là. Une menace qui passe à l'acte. Et lorsqu'on va plus loin, une menace ou alors un acte qui peut perturber le fonctionnement des services publics. Vous convenez que l'exercice des libertés publiques, ou alors parlons des manifestations publiques, parlons des réunions publiques, peuvent perturber le fonctionnement des services publics. Vous devenez un terroriste. Je vais dire que je ne sais pas si c'était un prétexte, mais la définition ou alors l'identification des actes terroristes telle qu'elle est contenue dans cette loi est de nature à restreindre l'exercice des libertés publiques. De ce point de vue, je peux le dire sur la base de ce texte, la loi antiterroriste est venue porter un coup à l'exercice des libertés publiques. Mais cela n'enlève pas le fait qu'il fallait une loi. Parce que moi, personnellement, j'ai salué le courage du législateur camerounais. Il n'a pas choisi de laisser la justice, de laisser perdurer un vide juridique. Il a été audacieux, mais il fallait de la mesure. Maître Éric Moka, peut-être avant de la parole au professeur Gadifna. En règle générale, lorsqu'on parle d'une loi, il y a ce qu'on appelle, lorsque le texte est introduit à l'Assemblée nationale, en termes de proposition de loi, il y a très souvent ce qu'on appelle l'exposé des motifs, qui peut-être à un moment donné peut donner à voir sur l'esprit qui a guidé cette loi-là. Est-ce qu'en revenant sur toutes ces contingences-là, on ne pourrait pas comprendre pourquoi est-ce que cette loi était aussi dure? Je n'ai pas lu l'exposé des motifs de cette loi pour savoir qu'est-ce qui a motivé cela. Mais je veux bien savoir. Non, mais quand on imagine le contexte dans lequel cela a été fait, le contexte dans lequel ça a été fait, on se souvient quand même qu'à un moment donné, on a commencé à parler des exécutions sommaires, des actes barbares orchestrés par Boko Haram, des attentats kamikazes avec des images insoutenables, notamment dans l'extrême nord du Cameroun. Des choses qui ont choqué la conscience collective et qui ont amené peut-être les pouvoirs publics à ce moment-là à introduire cette loi-là. Peut-être qu'à ce moment, sous le choc, enfin. Alors, si c'est ces événements qui ont motivé la prise d'une telle loi, il fallait limiter les actes terroristes aux exécutions sommaires. Je veux dire que la loi légifère sur la base des faits. La technique législative part de l'évolution de la société. À un moment donné, le législateur se rend compte qu'il y a une pratique qui doit être encadrée. Alors, est-ce que des actes qui empêchent le fonctionnement normal des services publics nécessitaient d'être qualifiés d'actes terroristes? Est-ce qu'il y a une pareille? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de similaire, de commun entre une exécution et le fait d'empêcher un véhicule de sapeurs-pompiers d'aller intervenir quelque part parce qu'un acte comme celui-là tombe sous le coup? J'ai du mal à comprendre. Professeur Gadifna, il y a quand même, on se souvient, lorsque ce projet de loi avait été introduit à l'Assemblée nationale, on se souvient encore très bien, certaines formations politiques étaient déjà montées au créneau, parmi lesquelles le CPP, je dois bien indiquer, était monté au créneau pour dire attention, cette loi-là, elle est dangereuse, elle vise les partis politiques. Et ça n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme dans l'extrême nord du Cameroun. Bon, je ne vais pas rentrer dans les procès d'intention. Je voudrais quand même, pour rester sur l'intervention de Maître, apprécier le caractère essentiellement brillant de sa plaidoirie, mais qui est faite de construction fautive. Parce que, en lisant les textes, par un simple jeu de terminologie, je crois qu'il est clair. Et je crois qu'aucun panéliste, peut-être pas le collègue qui traite de la question des libertés individuelles, dans aucun État au monde, dans aucune démocratie, il n'y a pas une liberté qui porte sur le terrorisme, jamais. Le terrorisme, c'est toute propension à tout acte ou à toute activité qui vise la terreur. Donc je crois qu'il n'y a pas de liberté terroriste pour qu'on dise qu'il y a une limitation qu'il fallait restreindre. Donc je crois que la terreur, tout le dispositif, l'arsenal réglementaire sur le terrorisme vaut bien son pesant d'or. Et je voudrais convoquer le parallélisme ou bien la proportionnalité des formes. Maître a bien pris l'exemple. Les sapeurs-pompiers veulent intervenir. Vous posez un acte, puisque nous sommes dans le principe de ce que l'intention vaut le fait.
Évidemment, puisque vous n'allez pas trouver quelqu'un qui sort peut-être un pistolet prêt à dégainer, vous dites non, il n'a pas tiré, il fallait d'abord qu'il tire. Je crois que ce n'est pas correct. Donc, supposons, prenons donc l'exemple, que les sapeurs-pompiers veulent intervenir dans une école, par exemple, où l'incendie s'est déclenché. Alors pourquoi voudrez-vous qu'on ne sanctionne pas celui-là qui peut laisser périr la vie de toute une école? Non. Donc je crois qu'il y a une proportionnalité entre les textes qui ont été pris. Et aucune démocratie au monde ne fait la promotion du terrorisme. Parce que l'acte terroriste, c'est un acte suicidaire. C'est un acte qui porte un acte mortifère. Donc je ne pense pas, très honnêtement et très sincèrement, ne fût-ce que pour la question de bienséance pour ceux qui nous suivent de nuit, dire qu'un acte de terrorisme vaut, je ne pense pas. Maintenant, si nous prenons l'autre exemple qui porte sur le fonctionnement des services publics, oui. Mais je crois que la démocratie, c'est la gestion des affaires de la cité. Alors pourquoi il faut faire la promotion ou l'éloge de quelqu'un qui bloque les services administratifs? Je crois qu'il y a d'autres champs. Le problème de mon point de vue et de l'analyste du sociopolitologue que je suis, c'est de dire qu'il y a peut-être un travail à faire de recadrage et peut-être de déblayage relativement aux qualifications des faits qui rentrent dans la terminologie de terroriste. Peut-être, mais dire que les encadrements des actes terroristes est une restriction vers les libertés individuelles, je crois qu'il y a une insulte quelque part par rapport à l'intelligence. Ça vous convient cette analyse-là, Cyril Roland de Béchamp? Bon, je mets tout le monde à défi de me dire qu'il y a une démocratie les plus séculaires, les plus ancillaires, les plus médiévales qui fassent la promotion du terrorisme. Je ne pense pas que ce soit correct. Je ne suis pas sûr non plus qu'il y a quelqu'un ici qui fait la promotion du terrorisme. Hein. Moi, je suis pas sûr de ça. En tout cas, moi, je ne fais pas la promotion du terrorisme. Ce que nous faisons, c'est la protection et la promotion des libertés fondamentales. Sauf qu'à contrario, peut-être, je m'excuse un peu, vous allez peut-être réduire cela dans mon temps de parole prochain, sauf que les exemples sont pris. Maître va de l'esprit du texte, ce qui est écrit. Et il a pris des exemples qui sont clairs. Ça veut dire que si nous l'acquiesçons, ça veut dire que nous sommes d'accord que bon, c'est une liberté normale que de bloquer le fonctionnement des services publics. C'est une liberté individuelle normale. Bon, peut-être pas normale, mais de là à arriver à la peine de mort, peut-être vous n'avez pas de proportionnalité, hein, professeur Gadivina. De toute façon, si nous prenons les deux exemples, bloquer les services publics, c'est l'asphyxie du fisc de l'État. Donc je crois que l'argent étant le nerf de la guerre, je crois que si c'est un service des impôts qui est bloqué, pourquoi vous voudrez que les salaires soient payés alors que cet acte est un acte? Si c'est question d'approvisionnement, mais vous pouvez mourir d'inanition parce que vous n'avez pas de l'eau. Donc je crois qu'il faut peut-être cibler l'essentiel de nos libertés. Aller et venir, les encadrements et les réaménagements réglementaires tels que le collègue le disait, préséance d'un décret sur l'arrêté ou bien ainsi de suite et autres, ceux qui maîtrisent, je crois qu'il est question de dépoussiérer, d'essayer d'adapter et de contextualiser peut-être nos textes. Mais je crois que l'essentiel est que les libertés individuelles, peut-être nous ne sommes pas à la perfection, mais il y a des avancées notoires. Et il faudrait aussi se dire que les libertés collectives ne doivent pas se résoudre simplement à un refus de manifestation publique. Je ne pense pas que ce soit le seul fait. Ok. Alors, Cyril Roland de Béchamp, donc sur cette question-là, la question du terrorisme, est-ce que vous pensez comme Maître Eric Moka qu'au niveau de cette loi-là, même si on a voulu résoudre un problème, on a quand même été un peu trop dur? Non, mais il n'y a pas que Maître Eric Moka qui le dit. Tous les acteurs le disent. C'est-à-dire que si on se réfère même aux recommandations de l'examen périodique universel au Cameroun, il est clair que dans ces recommandations, par exemple, parce que c'est parce que le problème du professeur, je crois que le professeur s'approche à une caricature qui n'est pas tout à fait ça. Tous les acteurs aujourd'hui sont pratiquement unanime sur le fait que la loi de 2014 ça dépend de la culture, doit être révisitée. Maintenant, si je prends l'examen périodique universel, il est dit dans les recommandations au Cameroun de manière assez claire et explicite que la loi de 2014 doit être revue, doit être amenée dans le sens, n'est-ce pas, de la rendre plus protectrice des libertés fondamentales au Cameroun. Parce que la réalité, comme l'avait dit le président de la République, la lutte contre le terrorisme est un phénomène mondial. Donc c'est normal que, n'est-ce pas, il y ait
que les citoyens camerounais soient protégés, n'est-ce pas, qu'il y ait un cadre légal qui règle, n'est-ce pas, la lutte contre le terrorisme. Mais malheureusement, encore une fois, cette loi, elle est à mettre dans la poubelle, d'abord, premièrement, et ensuite, que les Camerounais s'asseyent, que les législateurs camerounais s'asseyent et disent, bon, maintenant, là, on veut une loi de lutte contre le terrorisme. Et quand ce sera une loi de lutte contre le terrorisme, dans cette loi-là, on devait avoir tous les aspects de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire que les aspects liés à la prévention, les aspects liés à la répression, bien entendu, parce qu'il faut la sanction. Maintenant, les aspects liés à la reconstruction, n'est-ce pas, à la réintégration, parce qu'on a le fait que le terrorisme engendre des questions de radicalisation. Comment est-ce que le terrorisme est un phénomène qui est large, qui met en jeu plusieurs aspects de la vie d'une nation. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'elle est condamnée à la peine de mort et que demain, quand les gens se lèvent pour aller marcher, on les arrête, on dit, on plaque là contre la hostilité, contre la patrie, terrorisme, on vous cite tellement de motifs. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Mais on n'en est pas là. Je pense qu'on a besoin d'autres choses. On a parlé tantôt de consolidation de l'état de droit, de consolidation du processus démocratique. On ne consulte pas un processus démocratique en installant la peur. Parce que finalement, même cette loi installe la terreur d'une autre manière, parce que dans l'intitulé même de la loi, il y a problème. C'est la loi répression. De répression contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Et on est quand même et on peut même le voir sur le terrain. Vous voyez, à l'extrême nord, lorsque Boko Haram a commencé en 2011-2010 par là, presque toutes les actions, la plupart des actions, les réponses du Cameroun ont été des réponses purement militaires, n'est-ce pas? Ont été militaires, des gens, on a parlé, mais on a estimé qu'il fallait d'abord le militaire. On n'a pas pensé une réponse globale qui aurait pu être intégrée dans la loi. Et finalement, on a vu qu'il y a eu une sorte de reculade, n'est-ce pas, des terroristes, mais qui finalement ont repris, n'est-ce pas, du chemin dès l'instant où la réponse militaire, ils ont semblé reprendre des positions, c'est-à-dire autre chose. C'est pour dire que il ne s'agit pas seulement d'une question de répression. C'est une question vraiment là, c'est une question globale qui mérite d'être analysée et traitée dans son entièreté. Il ne s'agit pas de s'aimer la terreur au sein des Camerounais. Il s'agit de consolider tout le monde et de consolider la démocratie et d'amener tous les acteurs, n'est-ce pas, à s'impliquer dans cette lutte. On ne peut pas mettre une loi qui concerne une question aussi importante que le terrorisme, mais que tous les acteurs soient contre cette loi en dehors de l'exécutif. Je me demande comment est-ce que si les partis politiques, les organisations de la société civile, tous les autres acteurs disent que non, cette loi elle n'est pas bonne, mais l'exécutif s'attend à dire non, ma loi elle est bonne. Mais comment peut-on négliger le rôle des autres acteurs politiques dans la lutte contre le terrorisme? Pour moi, c'est contre-productif. Les autres acteurs, c'est quelle catégorie finalement? C'est les organisations de la société civile qui travaillent tous les jours avec les communautés, ce sont les associations locales, ce sont les partis politiques, pourquoi pas, parce qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre à l'éducation politique, c'est pas à l'implication, à la citoyenneté. C'est tous les autres acteurs. Vous ne pouvez pas concevoir un pays comme étant l'affaire de l'exécutif uniquement. D'ailleurs, que concernant la protection des droits de l'homme, ils ont recours aux autres acteurs pour la mise en œuvre des plans nationaux. Eux-mêmes, ils l'admettent. Je crois que je parle sous le contrôle du collègue. C'est pas tant, je ne fais pas une focalisation. Je ne prends pas la défense de toute façon, mais il me semble, de mes abécédaires du droit, c'est plutôt le législatif, pas l'exécutif. Et si vous créditez le législatif, qui est quand même la représentation nationale, qui a donné son notion à un texte, je crois qu'en liberté démocratique ou en liberté intellectuelle, on doit pouvoir penser que ce sont quand même les représentants de la majorité. Mais professeur, on n'a pas fait la langue de bois ici. On sait comment ça se passe. Cette loi, c'était un projet et qui est passé comme lettre à la poste comme d'habitude. Le projet de loi à la majorité des représentants. On sait comment est-ce de représentation quand même et on sait comment ça fonctionne. On ne peut pas venir ici. Non, le texte émane du pouvoir exécutif. Et puis dans un parlement où la discipline du parti est de mise, on a compris comment. Je croyais qu'on avait pour acquis ce qui se passe d'actuellement au Cameroun et qu'on ne devait pas redébattre toutes ces questions-là. Les lois qui traitent des questions de fond au Cameroun, je ne sais pas s'il y a une proposition de loi au Cameroun qui est
qu'il y a passé. Je n'ai jamais, peut-être le professeur va nous dire, mais de toutes mes recherches, je n'ai jamais entendu parler. Je sais qu'il n'y a que les projets de loi, il n'y a que le gouvernement qui vient défendre ces choses et après ça passe. Malgré tout le tapage, même lorsque les députés vont laisser la salle, vont faire tout le boucan, tous les médias, il n'y aura jamais une virgule ou un point qui va bouger du projet que le gouvernement a déposé. Sur 180, si 12 quittent la salle, madame, c'est même, je crois, un acte terroriste que de quitter la salle. Il y a un blocage du vote. Moi, je crois qu'il y a nécessité de faire confiance à nos institutions. Docteur Essoba, alors, en observant ce qui se passe, en écoutant Roland Béchamp, en écoutant les partis politiques, en écoutant les organisations de la société civile, beaucoup d'autres associations, on a entendu le point de vue des forces morales sur la question. Alors, la campagne électorale en train de s'ouvrir sera peut-être l'occasion pour les formations politiques qui ont parfois du mal à se déployer sur le terrain. Je veux dire, si on reste sur l'aspect, par exemple, des manifestations publiques ou des réunions publiques, cette campagne électorale va peut-être être au moins l'occasion pour ces formations politiques de se déployer sans qu'il y ait une véritable restriction. Au moins là, la campagne électorale a quelque chose de bien. Duval, permettez-moi une seule seconde que je revienne un peu sur cette loi du terrorisme, portant la répression du terrorisme. Quand on regarde les qualifications, du moins les infractions qui sont consignées par cette loi, on se rend quand même compte qu'aujourd'hui, quand il y a détournement de fonds publics, mais c'est un acte terroriste. Cela aurait pu faire partie de cette loi. Mais oui, c'est-à-dire que moi, je suis donc gêné. Il y a un tribunal criminel spécial, il y a un dispositif judiciaire. Non, je vais même encore revenir. Ah non, écoutez, encore sur ce tribunal spécial, là, c'est encore plus grave. Vous savez que les avantages. Madame, mais Duval, en 1961, le 17 avril 1961, le président Haït avait créé le tribunal criminel spécial. Ce n'est pas une nouveauté. Pour deux raisons. Il y avait déjà les atteintes sur la fortune publique de l'État et les chefs traditionnels qui collectaient les impôts refusaient de les reverser dans le trésor public. Haït a mis en place le tribunal criminel spécial. Vous savez quelle était la sanction? Ça prévoyait la peine de mort? Non, ça ne prévoyait pas la peine de mort, ça prévoyait une réclusion à perpétuité, donc à vie, et avec travaux forcés. Voilà, c'était ça, il n'y avait aucune sanction relative à la mort. Alors ce tribunal criminel spécial, il est différent. Ah, maintenant celui-ci, écoutez, c'est encore plus grave, ça ne peut qu'encourager le vol. Puisqu'on vous dit, en cas de restitution du corps du délit, il est possible de vous libérer. Vous voyez encore qu'il y a la politisation d'État, il est possible de vous libérer. Donc il y a des terroristes là-dedans, professeur Gadivna. C'est de la criminalité. C'est de la criminalité financière. Alors, pour répondre à la question sur la campagne électorale qui devient peut-être une sorte d'exutoire pour les formations politiques qui ont parfois du mal à se déployer. Oui, cela, on parle d'abord de la définition simple de la campagne. La campagne est une période légale au cours de laquelle les partis politiques et leurs militants procèdent à des propagandes à l'effet de s'attirer les masses et à l'effet de solliciter les suffrages. Vous voyez? Donc c'est déjà, à un moment donné, vous savez, dès qu'on annonce l'ouverture de la campagne, les partis politiques, donc, à ce moment-là, estiment qu'ils peuvent donc bénéficier de ces moments pour se mettre véritablement en action que dans les moments ordinaires. C'est-à-dire que, et même parfois, lors des campagnes qui sont lancées, vous avez vu, on se rappelle que, je veux parler au parti de Cabral Libye, la campagne est lancée, on lui a interdit de faire la campagne de tenir le meeting. Ça a été la même chose pour le MSC. Donc cela veut dire que il y a toujours ce vieux démon qui ne sort pas du corps, qui caractérise les autorités administratives. Je vais vous dire une chose, je n'ai jamais vu de mémoire, peut-être que, et c'est encore là que je rentre dans la politisation, je n'ai jamais vu de mémoire un sous-préfet qui a autorisé une manifestation et qui s'est vu révoquer des cadres de l'administration publique par le président de la République. Jamais. Peut-être qu'on va encore revoir sous ce qu'on appellerait les décisions sur le sanctuaire. C'est-à-dire, peut-être que le sous-préfet va faire l'objet, puisqu'ils sont tenus par le principe de la hiérarchie. C'est le préfet qui va l'appeler pour lui dire, écoute, tu aurais dû, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça, c'est que l'épée de Damoclès soit posée sur les différentes étapes. Il y a eu des cas comme ça ici. Alors, donc cela veut dire que, avec aujourd'hui la campagne qui s'ouvre, qui va s'ouvrir, je pense, samedi ou dimanche, vous voyez, les partis politiques vont se sentir à l'aise
parce que n'ayant souvent pas cette possibilité de se mettre en extase, et c'est donc le lieu plus que jamais de manifester ouvertement leur liberté. Et je vais vous dire, monsieur Duval, je ne comprends pas pourquoi on peut interdire la manifestation publique d'un parti politique. Parce que cela y contribue de la mise en œuvre, de la consolidation de la démocratie. Oui, mais il y a une raison qui sont évoquées, on parle de troubles à l'ordre public. Oui, écoutez, c'est prétendument. Parce qu'en réalité, je vous ai indiqué tout à l'heure les différentes marges de manœuvre qui sont consenties à l'autorité administrative de pouvoir arranger les choses sans pour autant forcément procéder à la décision la plus radicale qui est l'interdiction. Ok. Alors, Maître Moka, la campagne électorale va être peut-être une occasion pour les formations politiques de se déployer à travers des meetings politiques, à travers des joutes oratoires qui peuvent être verbales ou écrites, à travers les réseaux sociaux. Au moins là, on ne courra pas le risque de tomber sous le coup de la loi antiterroriste. Est-ce qu'on courra le risque de tomber sous le coup de la loi antiterroriste? Je pense que la période de campagne électorale est une période particulière. Cela veut dire que on peut la qualifier de période d'exception. C'est-à-dire que les restrictions ou alors la rigueur de la loi doit être tempérée. Parce que c'est un moment unique. Les partis politiques, déjà dans notre contexte, se trouvent un peu comme cet enfant que vous empêchez d'aller jouer, qu'on a libéré un peu de la cage, aller prendre un peu de l'air. Donc c'est un moment de plaisir, c'est un moment de communion avec l'électorat. Et c'est un moment au cours duquel la rigueur de la loi doit être tempérée. Je pense que c'est un moment idoine pour les autorités administratives d'apporter la preuve contraire. C'est-à-dire que de démontrer qu'ils ont une bonne compréhension des textes. Parce que comme le professeur l'a dit, lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, la solution n'est pas l'interdiction directe. La solution directe n'est pas l'interdiction. L'interdiction est l'ultime recours. Il y a l'encadrement, il y a l'orientation vers un autre site. Je pense qu'il y a la palette elle est large. Il y a des leviers sur lesquels les autorités administratives pourront surfer et ils donneront l'occasion ainsi aux observateurs, parce que c'est également un moment où le Cameroun est observé, il est regardé de plus près. C'est le moment pour les autorités de démontrer qu'en fait, de restrictions aux libertés publiques, en fait, il n'en est rien. Donc pour moi, c'est un moment important. Sur l'exemple que vous avez pris concernant Cabral, il faut quand même rappeler qu'au finish, il avait pu tenir son meeting au stade de Sika. Oui, de Francine. Oui. Alors, professeur Gadivna, rapidement sur votre lecture de la manière dont cette campagne électorale devrait se tenir au regard des difficultés qui sont souvent évoquées par les formations politiques de se déployer. Alors là, ces partis politiques ont l'opportunité de pouvoir s'exprimer sans forcément tomber sous le coup de la loi antiterroriste ou bien d'autres dispositions légales. Oui, je crois que c'est comme Maître l'a dit, c'est une mesure, je crois, d'exception qui met un peu un bémol sur tout l'arsenal juridique et réglementaire concernant ce qu'on appelle restrictions. Mais je crois que la campagne, de mon point de vue, c'est le moment idoine de mener une opération de charme, de conviction et de persuasion relativement aux électeurs. Et l'élection restant, comme nous le disons toujours, le systole et le diastole, c'est-à-dire le régulateur, le modulateur de l'action politique, ce par quoi vous devrez passer pour accéder au pouvoir. Donc je crois que les partis politiques engagés dans la compétition ont donc l'occasion de servir tout ce qui a d'attrait, tout ce qui a de pertinent, tout ce qui a de vital dans leur programme politique, sans restriction. Et à ce moment-là, le vrai régulateur, c'est le peuple qui doit distinguer celui qui fait du bruit, qui tambourine, et celui qui effectivement a un programme à proposer. C'est même, je crois, l'occasion, si nous restons cohérents dans le raisonnement, je crois que c'est donc l'occasion, si on a l'impression que tous les acteurs politiques, toute la grande majorité vivaient dans une sorte de captivité, c'est donc l'occasion de sanctionner par les urnes cette répression d'antan. Mais d'une lecture diachronique des résultats des différentes élections, je crois que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire ce n'est qu'une minorité, ce n'est qu'une population de faible amplitude qui veulent fragiliser les institutions de l'État. Et il est grand temps
que cette campagne électorale soit donc l'occasion d'éducation, d'instruction et de socialisation politique pour que notre culture soit véritablement une culture démocratique, pas une culture de critique tout craint et tout azimut. Alors, nous amorçons la dernière partie de l'émission, c'est Roland Béchon. Il faut peut-être qu'on essaye de faire une sorte de je failli dire quoi, de résumé de ce que nous avons dit, dans le sens de voir exactement où se situent les obstacles en ce qui concerne l'expression de liberté publique, et en même temps essayer de suggérer ce qu'on peut appeler des solutions pour lever ces obstacles-là. En parcourant l'étude nationale sur l'état des libertés fondamentales au Cameroun que Nouveau Droit de l'Homme Cameroun a élaboré, il y a un certain nombre d'éléments qui y reviennent. On parle par exemple de l'ambiguïté de la notion d'ordre public, on parle de l'imprécision de la notion de gravité, parce que les autorités administratives parlent souvent de troubles graves, de menaces graves à l'ordre public. Et même la question même de la notion de déclaration, il semble que certains n'ont pas encore très bien perçu la déclaration qui est parfois confondue à l'autorisation. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant les principaux obstacles? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain soit meilleur? Oui, c'est clair que ce sont les principaux obstacles et qui sont liés, même sont les entraves juridiques qui sont liées à la loi, parce que les questions de troubles à l'ordre public, c'est la loi sur l'ordre, la loi de 2004 sur la sécurité, sur la sécurité qui prévoit donc cette disposition sur les menaces de troubles à l'ordre public. Et justement, à chaque fois que j'ai demandé, que j'ai fait des déclarations, les autorités administratives m'ont dit menace de trouble. Mais c'est quoi la menace? Jusqu'à quel point cette menace est de nature à perturber, n'est-ce pas, la vie dans un quartier X? C'est assez compliqué parce que la loi ne définit nulle part ce que c'est que l'ordre public et donc ce que c'est que le niveau, quel est le niveau de la menace. Donc c'est encore une fois de plus le sous-préfet lui seul qui apprécie. Et lorsqu'on laisse toujours à un individu, à une personne, n'est-ce pas, la liberté de juger, d'apprécier, voilà, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Et de votre point de vue, il y a ambiguïté. Il y a ambiguïté. Il faut lever l'équivoque. Il faut lever l'équivoque. Il y a la loi de répression du terrorisme. Je crois que depuis, on le dit, cette loi, elle est mauvaise. Il faut qu'elle soit mise à la poubelle et qu'une nouvelle loi, nouveau cadre légal soit défini pour la lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres lois. Il y a aussi les lois de 90. Parce que dans les lois de 90, il n'y a pas que les lois sur les libertés de réunion et de manifestation. Il y a la loi sur la communication sociale, qui elle aussi est un problème. Il y a la liberté d'expression aussi, c'est la pratique, c'est l'impunité. Parce que le fait qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, que le système judiciaire ne fasse pas normalement son travail, l'impunité qui existe fait en sorte que la jouissance, n'est-ce pas, parce qu'il est vrai que la loi, dans certains pays, dans d'autres pays, la loi ne donne pas tout. Mais on sait que les juges sont assez indépendants, n'est-ce pas, pour dire, parce qu'ils sont sources de droit, n'est-ce pas, peuvent donner des jurisprudences qui deviennent sources de droit et donc sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer pour prendre position ou pour donner leur avis sur une situation. Donc, on passe par des jurisprudences constantes. Mais malheureusement, étant donné cette question de connexion et de non-indépendance à la justice, une fois de plus, ça fait en sorte que, malheureusement, parce que celui-là qui doit vraiment jouer le rôle, n'est-ce pas, de pilier, ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas les mains libres pour le faire. Donc, il y a même la loi sur les associations. Vous savez que la loi sur les associations, la société civile, quelque part là, l'article 11, je ne sais pas bien quel article, donne le pouvoir à l'autorité administrative de fermer, de prendre celui d'arrêter les activités d'une association. On l'a vu pour le consortium dans les régions anglophones. Donc, un matin, le ministre peut décider d'interdire une association sans que cela, vous n'avez vraiment le temps de faire les recours, mais dans tous les cas, l'acte est pris, vous n'avez même pas de recours. Il y a la limitation, l'interdiction des financements pour les associations. Ce sont des aberrations, parce qu'à la réalité, dans des pays sérieux, dans un système démocratique sérieux, il aurait fallu qu'il y ait des voies de recours. Une autorité administrative pas prendre est de fermer une organisation et que vous soyez il faut supplier ou il faut tout simplement changer de travail ou autre chose. Donc, il y a des dispositions comme ça lorsqu'on parcourt les différentes lois. Parfois, on se limite à l'article 1 et 2. Quand on va plus loin, on lit l'article 9, tous les autres, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses
dans ces lois qu'il faut élaguer pour qu'effectivement, maintenant on ne demande pas d'avoir un pays qui n'a pas de règles, mais la règle doit exister, doit être claire pour tout le monde et doit être acceptée comme telle. Et lorsque une règle n'est pas comme un piège, ça fait que tout le monde, les acteurs s'approprient la règle et travaillent, n'est-ce pas, aisément. Mais lorsqu'on s'arrange à créer les embuscades, les pièges partout, on n'est plus dans un processus démocratique, on est dans autre chose. Professeur Gadivna, vous avez, je crois, relevé dans votre premier jet tout à l'heure, en tout cas au début de l'émission, peut-être de façon, s'il faut peut-être lire entre les lignes, vous sembliez indiquer qu'il y a peut-être le zèle des autorités administratives qui parfois prennent des mesures qui en réalité ne sont pas nécessaires et qui peuvent être plutôt source de tensions et de menaces même à cet ordre public-là qui sont censés défendre à travers les actes administratifs qu'ils prennent. Oui, je crois qu'à l'analyse froide, il faudrait voir parmi, je crois peut-être c'est quelques, parce qu'il y a quand même des administrateurs civils, je crois, qui ont le sens de l'éthique et la déontologie professionnelle, mais il y a beaucoup, je crois, qui militent par opportunisme et carriérisme politique, en protégeant ce qui relève de la manducation. Je pense que le poste de sous-préfet donne à manger, c'est un chef d'État. Beaucoup ne voudraient pas perdre peut-être ce poste. Et je voudrais revenir quelques secondes sur ce que le collègue a dit, et il a parfaitement raison. Dans la culture, je crois que le chef de l'État n'a jamais démis un sous-préfet ou bien un préfet parce qu'il a interdit. Mais il faudrait autoriser. Il faudrait aussi dire que le chef de l'État n'a jamais puni aussi. C'est aussi des suites. Donc je crois qu'il y a un clair-obscur. Donc je crois qu'il faudrait, comme elle l'a dit, qui est urgent et impératif de déblayer parce qu'il y a tellement de flou de telle sorte que les embuscades sont telles que quand vous agissez, vous tombez dans tous les coups. Et il y a une marge de manœuvre assez importante laissée à l'arbitre. Effectivement, dans des considérations d'ordre général. Quand on dit menace, cette fois au moins, nous sommes d'accord, menace à la... menace de trouble à l'ordre. Mais on devrait donner les indicateurs de cette menace-là. Mais quand on reste trop générique, quand on reste trop évasif, je crois que c'est vraiment un handicap rédhibitoire à l'éclosion du mouvement démocratique au Cameroun. Donc on gagnerait à toiletter un peu nos textes, à les revisiter, à les recadrer, à les adapter et à les contextualiser à la marche démocratique. Alors, Maître Éric Mouka, vous avez semblé indiquer tout à l'heure qu'il y a une faible propension à saisir les tribunaux. Vous avez des formations politiques qui introduisent des déclarations de manifestation. Le sous-préfet se lève un matin et puis il décide que ça n'aura pas lieu. Et puis les gens, ils se contentent peut-être de crier 2 ou 3 fois à la télé ou à la radio et puis basta, on passe à autre chose. Est-ce que cette sorte d'inertie, de laxisme ne fait pas le lit justement de l'injustice ou bien développe... ou bien, enfin, donne l'impression à cette totale, c'est-à-dire qu'ils sont des espèces de supermen. Est-ce que ce laxisme ne fait pas le lit de... Non, je ne pense pas, parce que si des recours judiciaires étaient exercés, si la justice était saisie, la question serait encore de savoir si la décision rendue par le juge produirait des effets. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'elle est efficace? Je parle d'expérience. Nous avons suivi des cas dans lesquels l'autorité administrative a posé des actes. Je veux prendre le cas de la liberté d'association. Un sous-préfet de la ville fait apposer des scellés sur le foyer d'une association. Motif, risque de trouble à l'ordre public. Nous saisissons le juge administratif. Nous obtenons le sursis à exécution de sa décision. Nous la notifions au sous-préfet. Mais lui, il est le chef de terre. Il est le représentant du président de la République. Est-ce qu'un magistrat peut donner des ordres au représentant du président de la République? C'est le président de la République qui nomme le magistrat. Donc en réalité, même s'il y avait 10 000 actions qui étaient engagées à chaque fois, je ne pense pas que cela arrêterait le zèle des autorités administratives. Donc c'est en réalité l'inefficacité des recours, l'inefficacité des actions qui dissuade les victimes des violations de ces droits-là. Et je veux dire que au-delà de ça, ou alors dans le même sens, j'accuse la justice.
Parce que le droit, il est bon qu'il soit reconnu, mais il est mieux qu'il soit protégé. Et que lorsqu'il est violé, que celui qui en bénéficiait, que le bénéficiaire puisse obtenir une sanction. Ou alors, voilà. Et ce n'est pas le cas. La justice, elle est laxiste. Nous avons connu un cas, je parle cette fois de la liberté de religion. Un sous-préfet a fait sceller un domicile privé. Motif, il y aurait une église aurait été créée dans ce domicile. La justice saisie ne prend pas la peine d'analyser les faits pour voir si c'est le cas ou pas. Et les pauvres qui sont conduits devant la justice sont tout simplement condamnés. En réalité, ça décourage. Il y a des entraves. La justice constitue une entrave sérieuse à la manifestation, à la réalisation, à l'exercice des libertés publiques. Voilà, il faut questionner. Et pour sortir, il y a ce concept photo d'ordre public. Est-ce que le concept d'ordre public peut être défini? Est-ce que les contours peuvent être définis? Moi, je rêve de voir le législateur camerounais faire preuve de la même audace qu'il a fait pour définir les actes terroristes et nous définir les contours de l'ordre public. Parce qu'en droit administratif, c'est une notion qui aujourd'hui reste à contenu variable. Alors, docteur Essomba, des solutions ont été proposées ça et là, adopter une nouvelle loi antiterroriste, clarifier la notion d'ordre public, lever l'ambiguïté justement sur cette notion d'ordre public en précisant par exemple la notion de gravité ou encore... alors, quelles sont les autres solutions qui peuvent être envisagées pour améliorer la promotion de l'exercice des libertés publiques dans notre pays? Oui, permettez-moi un peu d'indiquer, en fait je me lance à un exercice un peu compliqué, pour dire que quand parler de la déclaration, c'est-à-dire que dans le sens de l'exercice des libertés publiques, c'est porter l'information à l'autorité administrative afin que celle-ci prenne des dispositions nécessaires pour encadrer la manifestation. Maintenant, dans l'ordre public, c'est un état de paix, c'est-à-dire c'est un ensemble de principes et de valeurs que les pouvoirs publics jugent nécessaires de faire respecter à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, par rapport à la question que vous posez, on se rend compte que les autorités administratives adoptent deux postures. Une première posture qui est objective, c'est-à-dire, ok, vous déclarez la manifestation, vous respectez la loi, et à un moment donné, il peut vous autoriser ou il peut l'interdire. Maintenant, la posture la plus caractéristique, en fait, c'est la posture subjective. C'est-à-dire, le sous-préfet procède à une appréciation d'opportunité pour dire, cette manifestation que j'autorise, je pense qu'elle peut porter atteinte à l'ordre public. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une appréciation subjective, un peu comme dans la jurisprudence affaire association le tabernacle des aigles. C'est une association qui saisit le ministre de l'administration territoriale pour donner caution légale au fonctionnement de ses activités. Le ministre leur répond par travers une lettre et leur dit « On ne peut pas légaliser votre association parce que la dénommée association le tabernacle peut renvoyer à l'idée d'une association ésotérique. » Vous voyez un peu à quel niveau l'autorité administrative peut porter une appréciation. Or, il était simplement dit au ministre de l'administration territoriale, c'est une association, faut-il la légaliser? Est-ce qu'elle respecte les éléments de forme et de fond qui nécessitent à la caution législative? Voilà de quoi il est question. Donc, je vais vous dire une chose, je vais pour chuter. Disons tout simplement que nos autorités doivent respecter la loi. Okay. C'est vraiment ce que moi je voudrais leur dire de manière simple et qui me semble aussi une manière efficace. C'est Roland de Béchon. Tout à l'heure, vous avez beaucoup insisté ici sur la justice. Maître Moka a parlé d'une justice qui doit être un peu plus juste. C'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais ce qu'il faut retenir. Mais vous avez évoqué tout à l'heure la jurisprudence à Akwa-Yvonne 2012 dans l'affaire qui oppose Jean-Marc Bikoko à l'État du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un exemple qui rappelle justement qu'on peut avoir des juges qui ont du cran et qui prennent des décisions dans le sens de la protection des libertés? Oui, c'est pour cette raison que dans ce rapport, d'ailleurs, nous recommandons que les citoyens éprouvent l'action, éprouvent la justice, que effectivement, que malgré le contexte, que on puisse, nous demandons aux acteurs de saisir les juges et de les mettre au travail.
parce que il faut que les acteurs s'appuient sur les experts, les avocats et consorts pour qu'effectivement, n'est-ce pas, pour pousser à bout ces juges, parce que la réalité, ce n'est que comme ça que on pense que certains, ceux-là comprendront qu'ils ont un rôle fondamental à jouer. Elle a été courageuse, et c'est la seule jurisprudence qu'on peut citer aujourd'hui. Mais nous pensons que, malgré le contexte, d'ailleurs, c'est ce que nous disons toujours en matière de protection de l'homme, c'est que on ne peut pas tout avoir en un seul jour. Donc, il faut que les mécanismes existants soient éprouvés. Et pour les éprouver, il faut que les acteurs dans ce cas aient précis, l'habitude de saisir dans ce cas précis, il s'agissait de quoi? Peut-être rapidement en quelques secondes pour que les auditeurs... Il s'agissait de l'interdiction d'une réunion par le sous-préfet. Et donc, mais là, c'était un texte où l'autorité administrative a saisi, n'est-ce pas? Le juge a rendu une décision en rappelant, n'est-ce pas, quelles étaient les limites de l'action du sous-préfet. Que le sous-préfet ne pouvait pas se permettre, par exemple, d'interdire parce que la loi ne lui donnait pas, en ce qui concerne les réunions, n'est-ce pas, le pouvoir d'interdire. Et ça clarifiait aussi cette notion de déclaration autorisation parce que l'autorité administrative va pervertir un peu la loi, c'est-à-dire que parce qu'au niveau de la manifestation, on dit quand même qu'après la déclaration, il peut ne pas autoriser parce que après l'épuisement de tous les autres des voies là, mais subitement sur le terrain vous déclarez une réunion, le sous-préfet vous dit je vous autorise à faire la réunion. Pourtant c'est pas ce que la loi dit, n'est-ce pas? La loi dit je déclare, je vous informe, c'est bon pour les réunions. Maintenant pour les manifestations, si vous avez un souci, vous partagez vos soucis et on voit ça. Maintenant en fin de compte, il peut quand même, si après les négociations on ne s'entend pas, il peut ne pas autoriser. Mais ça ne veut pas dire qu'il est tenu d'autoriser. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on demande l'autorisation pour faire la réunion publique. Puisque ce n'est pas une autorisation. Donc, voilà, ce n'est pas une autorisation. Et donc, mais sur le terrain, ça c'est ce qu'on vit tous les jours. Parfois, vous informez au sous-préfet, je déclare que je vais faire une réunion. Est-ce qu'un sous-préfet peut, dans une situation comme celle-là, manifester ce zèle et être frappé? Vous avez suggéré, je crois, si j'ai bien parcouru le document, la possibilité de punir systématiquement toute administrative qui se rend coupable de violation des droits de l'homme. Je pense que c'est même la règle dans un état de droit. Si on se veut sérieux, on ne peut pas imaginer même une démocratie sans sanction, n'est-ce pas? Parce que la règle de droit est assortie de sanctions. Et plus encore quand il s'agit de celui-là qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, à l'effectivité de ce droit-là. Je veux dire qu'au lieu peut-être d'envisager la sanction de l'autorité administrative, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler davantage sur l'amendement de la loi, par exemple, sur les tribunaux administratifs? Pourquoi vous avez peur que les autorités administratives soient sanctionnées? Enfin, je ne sais pas, ça me paraît un peu idéaliste. Non, c'est un fonctionnaire comme les autres. Et le code pénal est clair. Je ne sais pas si ce code il est édicté pour certains, Camerounais et pas pour d'autres. Hein. On ne peut pas imaginer un pays où certains gens sont au-dessus de la loi. La loi, elle est impersonnelle, elle est généralisée, c'est tout ce qu'on apprend au niveau 1 là. Donc, elle s'applique à tout le monde. Tout le monde qui se met à l'écart de la loi doit être puni. Aussi simple que ça. Et en plus, le code pénal, même, il y a des dispositions sur les services dus et consorts. Ça dit que voilà, il y a tellement de choses qui peuvent être activées, n'est-ce pas, pour mettre en main la responsabilité, aussi bien individuelle que dans le cadre de service d'un individu ou d'un fonctionnaire quelconque. Pourquoi est-ce que c'est ça qui est mauvais? C'est-à-dire qu'on a finalement amené les Camerounais à croire qu'il y a certains gens qui sont intouchables, mais ce n'est pas possible. Le fonctionnaire doit comprendre une bonne fois pour toutes qu'il est un citoyen camerounais comme les autres et qu'il n'est au-dessus de rien, il n'est pas au-dessus de la loi. Et donc, il est susceptible d'être sanctionné et puni, n'est-ce pas, dès l'instant où une faute a été relevée et que la preuve est apportée qu'effectivement cette personne a commis une faute et a violé la loi. Pour cela, il faudrait que quelqu'un ait décidé. Il y a les tribunaux administratifs qui sont souvent saisis et il y a des récriminations qui sont portées sur le fonctionnement de ces tribunaux administratifs. Effectivement, mais il faut quand même relever entre-temps qu'il y a quand même des sanctions qui sont faites. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même relever que même si c'est vraiment, on estime que c'est tiré par les cheveux, mais il faut quand même le dire pour que ces fonctionnaires le sachent. N'est-ce pas? Que même actuellement,
quand il y a des cas, nous avons eu à dénoncer des cas de violation où des fonctionnaires ont été sanctionnés. Si vous lisez le rapport du ministère de la Justice, vous verrez que quand même, il y a des cas graves qui ont été sanctionnés. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit tantôt, si on a un cas sur 1000, il y a quand même un problème. Il faut que cet exercice de sanction, de surveillance soit global et soit systématique, je dirais. On va s'arrêter là pour ce mercredi. Infiniment merci, madame, messieurs, d'être venus. Professeur Charles Gadivna, merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission de Décentraliser le débat. C'est moi qui vous remercie. Et en dernier ressort de l'analyse du sociologue, je dirais que le véritable problème, c'est plutôt la pauvreté. Parce que la pauvreté pervertit notre bon sens et nous met dans une situation de non-lucidité qui fait que nous courons derrière le poste, nous courons derrière la carrière. Alors, donc finalement, l'une des solutions, c'est donc la lutte contre la pauvreté. Justement. Vivre d'abord, philosopher ensuite. Maître Eric Moka, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Duval, c'était un plaisir, un honneur d'être invité sur ce plateau. Si je peux aussi donner un mot de fin, alors c'est dire que nous sommes dans un état de droit. Le Cameroun est un état de droit qui implique la soumission de tous aux droits, la soumission des particuliers, des citoyens aux droits, et la soumission des gouvernants aux droits. Si tout le monde se soumet aux droits, je pense qu'on se retrouve dans un équilibre qui créerait moins de frustration. Et les libertés publiques s'en verront davantage. Alors, tout le monde doit être égal devant la loi. Tout le monde. D'ailleurs, le symbole de la justice, c'est la balance dans notre pays. Bien évidemment. Merci également à vous d'être venu, docteur Issoumba. Merci Duval. Je pense aussi que le problème que nous avons, c'est un problème de culture juridique. Il y a beaucoup d'inculture. Il faudrait que les gens se mettent à l'école du droit pour essayer de véritablement sanctionner des abus perpétrés sur les citoyens. Et comme le disait quelqu'un, dura l'aide, cette laisse. La loi, c'est la loi, quoi qu'elle en soit due. Cyril Roland de Béchamp, infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, merci d'avoir mis ce débat sur la table, surtout que nous attendons le grand mouvement électoral. On espère que les autorités administratives auront compris que, au moins pour cette fois, ils doivent revoir leur copie en matière d'expression politique et publique. Merci infiniment d'être venu et surtout il faut recommander ce document sur les libertés publiques au Cameroun, des acquis hypothéqués. C'est une étude nationale sur l'état des libertés fondamentales au Cameroun. Merci également à toute l'équipe autour de Mitterrand Dame qui a réalisé cette émission. Merci à Eric Ouattat, à Dallas Chana et à Carlos Minoué. Retrouvons-nous dans quelques semaines, certainement au lendemain de la campagne électorale pour une autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.